On partait en mission, on était content de partir, on était content de rentrer, mais c'était toujours: «Bon, quand c'est qu'on repart?» Les gars, on avait fait l'instruction ensemble, la promotion ensemble, l'affectation à la compagnie ensemble et on était, surgalvanisés, hein. Si demain il y a un chrono parcours du combattant, je dirais pas non. Si j'ai pas un truc qui coince, je dirais pas non à dérouler, hein. Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec un personnage qu'on apprécie énormément chez Karaté Bushido. Vous, l'audience, vous l'appréciez particulièrement. Le Major Gérald, c'est peut-être le légionnaire le plus connu de France. Déjà, vous me faites l'honneur de votre présence, merci beaucoup. Merci de m'accueillir, merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous avez énormément de casquettes aujourd'hui, de légionnaire à sportif de haut niveau. Vous avez pratiqué énormément de pratiques martiales. Aujourd'hui, si on est ici, c'est parce que vous publiez des livres. C'est pas le premier que vous publiez. On va parler de tout ça, on aura le temps d'en parler. Mais avant ça, je rappelle que ce podcast est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast et également sur toutes les autres plateformes de podcast, Spotify également. Major, je voulais savoir comment s'est fait la première connexion avec Karaté Bushido. À la première connexion, on a été contacté par, Yoann Vario, qui a contacté la communication de la Légion étrangère pour qu'on fasse une vidéo avec Greg MMA. Et au début, votre réaction, c'était, vous étiez pour? Est-ce que vous aviez une bonne vision de YouTube et de s'exposer comme ça à ce monde? J'interromps l'interview quelques secondes pour remercier le sponsor de cette vidéo. J'ai plus à vous présenter Winamax, les leaders de paris sportifs en ligne. En ce moment sur Winamax, vous pouvez profiter de 110 € de bonus à l'inscription. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Je rappelle évidemment que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs et que jouer n'est pas une alternative au travail. Encore merci à Winamax de sponsoriser cette vidéo. Je vous laisse profiter de l'interview. Bon, donc on avait lancé quelques vidéos sur, YouTube avec la Légion étrangère et qui avaient rencontré un certain succès et on avait effectivement beaucoup, beaucoup de demandes et la Légion étrangère filtrait énormément puisque c'est elle qui est, décisionnaire et souveraine de tout ce qui se passe en interne et de tous ses personnels, dont moi en l'occurrence. Et ils ont accepté, Karaté Bushido parce que c'était l'esprit sportif, c'était l'esprit, des valeurs, du sport de combat, donc ce que recherche la Légion étrangère, tout cet ensemble-là et donc la collaboration avec Karaté Bushido a été acceptée, hein. OK. C'est vrai que vous représentez aujourd'hui pas mal de valeurs justement qui sont proches du Bushido. Vous êtes une des rares figures aujourd'hui, si je puis dire «masculines» entre guillemets, qui est autant appréciée, quand on regarde les commentaires, que ce soit ceux de Karaté Bushido ou les autres. Est-ce que ça, c'est une réaction, à laquelle vous Vous allez te attendez? faire rougir à l'intérieur, bien Mais je sûr. pense qu'ils vous font, rougir en commentaire aussi. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Hem, alors quand on a démarré les vidéos, en fait, très sincèrement, moi j'étais, complètement détaché des réseaux sociaux. J'avais une chaîne YouTube, mais qu'on n'alimentait pas, à titre personnel. Mais, le gars Ariat, un sous-officier de la communication de la Légion, qui a eu l'idée de faire ces vidéos, en fait, lui a été, très visionnaire parce que, il voulait justement booster la Légion sur les réseaux sociaux, là où elle était un petit peu absente et il voulait générer du recrutement et en fait, il a matché dans les 2 secteurs. Voilà et là où on a été surpris, où on s'y attendait pas, c'est d'avoir, ce retour, vraiment, très appréciable, des commentaires, des gens, bienveillants en fait. OK. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus dans ce monde-là où vous avez votre propre chaîne YouTube que vous, cultivez, pareil pour, la promotion de vos livres, et cetera. De toute façon, je vais avoir des questions, par rapport à ça également, mais avant, je voulais revenir sur votre parcours. Hem, on sait, vous avez souvent raconté que votre père vous a vraiment, ramené dans le monde, des militaires et cetera. Moi, je veux savoir comment s'est passée cette éducation? Est-ce que c'était une éducation stricte ou est-ce que c'était plus ludique? Non, non, c'était strict. Ah mon père c'était un ayatollah, non, non, il y avait, ligne droite, ligne gauche. Mon père avait été élevé à la dure puisque son père était, un ancien militaire. Mon grand-père a fait l'Indochine et l'Algérie. Il a fait les 2 gros conflits. Il a été, il a pris un lourd coup, puisqu'il a été 7 ans prisonnier d'Indochine, porté disparu, donc ça psychologiquement ça atteint forcément. Mon père avec son frère ont été élevés très, très dur et mon père ça marchait que comme ça, quoi. En fait, il était humain, il était très bien, mais voilà, j'avais limite droite, limite gauche. Dès que je sortais des limites, c'était axé, puis mon père avait les mains lourdes, quoi. Donc je discutais pas trop. D'accord et est-ce que c'était plus dans l'aspect sportif aussi ou c'était juste dans l'aspect militaire qui vous guidait? Non, tout. Mon père, c'était une discipline générale. Voilà, c'était, ça marche comme ça, que ce soit côté sport, côté activité scolaire ou quoi. Voilà, il fallait que ça marche droit, hein. D'accord et vous n'avez pas décidé de le suivre jusqu'au bout? Vous l'avez suivi dans, la poursuite militaire, on va dire, dans la carrière militaire, mais vous n'avez pas, voulu choisir le premier PIMA. Pourquoi ce choix? Je suis rentré, au collège militaire à Autun, à l'âge de 11 ans et effectivement, jusqu'à cet âge-là, je connaissais, que le 1er PIMA et que les troupes de marine puisque, mon grand-père et le frère de mon père, son frère aîné, avaient fait les troupes de marine.
Donc, je connaissais que ce milieu-là et les parachutistes, les bérets rouges, par le biais du 1er Puma où mon père m'emmenait avec lui s'entraîner à la caserne. Euh, et quand je suis rentré aux écoles militaires à Autun, là, on a accès à tous les corps de métier de l'armée, en fait, et toutes les armes. Et là, bien sûr, j'ai connu la Légion étrangère et le fameux corps des légionnaires parachutistes. Voilà. Donc, il y avait eu juste quelques années auparavant mon entrée au lycée militaire en 84, en 1978, il y a eu la grande opération aéroportée du 2e régiment étranger de parachutistes à Kolwezi, au Zaïre, qui a eu un retentissement mondial. Et donc, voilà, ça m'a complètement orienté. Ça, c'était la première raison. Et la seconde, c'est qu'après, en grandissant, j'ai pas voulu prendre le même chemin que mon père. Voilà, mon père, quand il allait à la caserne, c'était un loup blanc. Il était très connu, il connaissait beaucoup de monde. Et donc, j'ai pas voulu marcher sur les mêmes plates-bandes. Est-ce que vous considérez que c'était un avantage pour vous d'avoir un père aussi décoré ou est-ce que c'était finalement, dans certaines situations, un désavantage? Ça peut être les deux, ça peut être les deux, mais surtout, j'aurais pas voulu un jour qu'on me dise tu as réussi ça parce que finalement, tu vois, on t'a aidé ou parce qu'on t'a passé certaines choses. Il y avait ce côté-là, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, mon père à côté, il serait venu me rajouter la dose en plus de l'encadrement. C'est bien, voilà, il aurait été bien directif vers moi. Donc voilà, je suis Et il parti a à pas pu le Comulo. faire pour la Légion étrangère? Non, c'est pas Ok, fermé là. d'accord. Non, la Légion, c'est terminé. Parce que justement, vous avez mentionné dans une interview que pour faire le choix d'aller dans la Légion étrangère, fallait quand même qu'il y ait c'est des profils psychologiques particuliers, on va dire. Quelle est la particularité de votre profil psychologique, surtout à cet âge-là où vous avez décidé de euh, vous engager avec la Légion? J'étais extrêmement motivé. Ah, j'étais surdynamité, hein. Ah, j'étais à fond la caisse tout le temps et pour tout. Quel que soit ce qu'on me dise de faire, on me disait de creuser un trou, je me défonçais avec la pelle et la pioche, j'étais content en fait. Ok. J'étais vraiment surmotivé. Et à cette époque-là, est-ce que vous aviez déjà, donc je parle de votre adolescence, est-ce que vous aviez déjà une culture martiale? Je sais que vous pratiquiez, mais est-ce que vous suiviez peut-être le Pride ou des choses qui avaient en VHS à l'époque au niveau du MMA ou au niveau des arts martiaux en général? Alors, ben, je suis assez âgé maintenant, donc ça n'existait pas à cette époque-là. Il y avait quand Heu, même des VHS des Gracie. ouais, mais j'étais plus âgé déjà. C'est-à-dire que voilà, moi quand j'ai commencé les sports de combat, j'avais 5 ans et il y avait rien de tout ça, j'ai commencé par le judo. J'ai fait 1 an de judo, sans être passionné plus que ça. Et après, il y a eu la série télévisée Sankukai. Mmh. Ouais, la série, donc là, j'ai voulu faire du karaté suite à ça. J'ai commencé le karaté et dans le même club de karaté, il y avait aïkido, il y avait judo et j'ai enchaîné les 3. Et à l'école où j'étais, à l'école de Bayonne à Saint-Bernard, on avait également des cours de judo et j'ai enchaîné le judo là-bas. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans à 11 ans, j'ai enchaîné, karaté, judo, aïkido. OK. J'étais ceinture verte de judo, ceinture verte de karaté et ceinture verte d'aïkido. Aujourd'hui, vous êtes ceinture marron de judo. Oui, après je À passais quel moment est-ce que vous êtes remis au judo? mais en fait, j'ai jamais arrêté le judo parce que quand je suis rentré aux écoles militaires, il y avait des cours de judo. Par contre, là, le karaté, l'aïkido, tout laissé tomber. L'avantage des écoles militaires, c'est qu'on a touché à énormément de sports. Alors, avantage quelque part et inconvénient de l'autre côté, c'est que je ne m'ai jamais pu me spécialiser. J'ai pas continué, vraiment le sport de combat dans son axe comme j'aurais pu le faire si j'étais resté, en dehors des écoles militaires. Mais par contre, avec ces écoles, par le biais de l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, j'ai touché à beaucoup de sports. Football, cross, gymnastique, et le judo, donc un peu plus, parce que je faisais de la compétition. Et là, ça dépendait un peu du profil, parce qu'à l'époque, il y avait les appelés, et c'était systématiquement encadré par un appelé qui faisait au service militaire. Donc il y avait des années où il y avait un appelé spécialiste en judo, ceinture noire, prof de judo, qui pouvait nous faire enchaîner pas mal de compétitions et des cours. Et des années où on n'en avait pas, où là, ça perdait un peu d'intensité. Voilà. Et quand je suis retourné dans le secteur civil, après j'avais 15 ans et demi, et là j'ai repris le judo vraiment de façon beaucoup plus intensive. Vous avez cet amour pour la diversité dans les disciplines. Quand vous voyez l'essor du MMA aujourd'hui en France, est-ce que vous pensez que si c'était comme ça à votre époque, vous auriez fait du MMA? Ah bien sûr. Bien sûr, oui, parce qu'après, moi très rapidement, on s'est aperçu que j'étais complet, que ce soit sur la percussion, sur l'appréhension. Voilà, après j'ai fait de la lutte, j'étais bon en lutte aussi. Donc effectivement, moi j'aurais voulu combiner le MMA, bien sûr. OK. Et à cette époque, du coup, vraiment, si je me trompe pas, vous étiez dans votre vingtaine au moment de la création de l'UFC avec Parley Gracie. Est-ce qu'il y avait des échos jusqu'à vous ou est-ce qu'on ne parlait pas du tout d'UFC autour de vous? Non, très peu, parce que j'étais à Calvi au 2e régiment de parachutistes. Il y a pas d'internet.
donc peu de communication. Et celle qu'on avait, c'était, j'avais déjà les magazines Karaté Bushido à l'époque, avec Christophe Cario, qui faisait des démonstrations de travail sur des enchaînements, sur des exercices. Mais on n'avait pas très très peu de vidéos, de choses comme ça. Et le rythme du régiment était tellement intensif, c'était entraînement, mission, stage, qu'en fait, on était tous très forts physiquement. Il y avait un très gros niveau physique dans ce régiment. Voilà, on était un peu plus de 1000 à l'époque, je crois qu'aujourd'hui ils sont à 1200, mais c'était vraiment 1000 combattants, c'était vraiment que des gars vraiment sportifs, mais on n'était pas des spécialistes, on n'était pas prêts pour une compétition sportive, on était des généralistes et on s'entraînait pour l'engagement opérationnel. Ok. Vous avez parlé de votre première opération, donc vous aviez 17 ans si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du dialogue interne que vous aviez pendant cette première opération pour vous rassurer que ce soit dans les airs avant d'être déployé? Non, on se rassurait de que dalle, on était contents même. Il y avait pas de... Non, on était tous... là, notre génération, les gars qu'on avait fait, parce qu'on était un peu... les gars, on avait fait l'instruction ensemble, la promotion ensemble, l'affectation à la compagnie ensemble, et on était surgalvanisés. Ok. Et vous retrouvez des profils comme ça aujourd'hui qui vous ressemblent particulièrement, qui vous font penser à vous dans les rangs de la Légion? Alors aujourd'hui, en étant à Aubagne, nous, c'est le régiment socle, en fait, hein, on est vraiment des anciens. Mais quand j'ai pu être affecté à Castelnaudary, par exemple, c'est l'école de la Légion étrangère, là, on voit les jeunes, ouais, on voit les yeux qui brillent, on voit la motivation, on voit les jeunes qui courent partout. On se dit, ils ont un tel chemin à faire. On leur souhaite bonne chance et puis beaucoup de motivation parce que le chemin, il est beau, mais il est long. Et, mais c'est vrai que quand on voit ces jeunes-là, on s'est dit, ouais, c'est la relève, en fait, hein, heureusement qu'ils sont là. Et punaise, dire qu'il y a maintenant, ça fait 35 ans, on était à leur place. Et c'est incroyable de les voir jeunes, motivés, dynamiques comme ça. C'est toujours bien à voir. Et cette fougue que vous aviez au début, est-ce que vous sentez que vous l'avez conservée pendant tout le parcours que vous avez fait, les 16 ans de service? Le contexte opérationnel, ouais, je crois que j'ai toujours été à fond. Ok. J'ai jamais vraiment décliné, ni moralement, ni physiquement. J'ai toujours gardé le même cap. Ok. Je pose la question parce qu'on entend pas mal en ce moment des soldats américains qui expliquent qu'ils regrettent parfois leur intervention dans certains conflits. Est-ce que vous expliquez quand vous déployez pourquoi est-ce que vous étiez là? Ou est-ce que vous étiez vraiment que concentré sur la mission? Non, parce qu'après, quand on prend du grade, automatiquement, on sait ce qu'on fait. Voilà, parce qu'on est chef d'équipe, chef de groupe, sous-officier adjoint, donc on a des responsabilités et on doit savoir ce qui se passe. Donc Et, on est au courant de ce qu'on fait et de ce qu'il faut faire. et du coup, est-ce que ça résonne avec vous, cet élan où on se dit, OK, il y a certains endroits où on est allé, on n'aurait pas dû être là. Et du coup, il y a un petit regret ou une culpabilité que... Non, ça, Ok. cette question-là, on ne se la pose pas. Non. Ok, très bien. Parce que du coup, c'est une question qui revient souvent aux États-Unis, mais du coup, je me demandais, est-ce qu'on a le même problème en France? Enfin, alors, la génération qu'on était, nous, engagés, on ne se posait pas ce genre de questions et on faisait le travail. Et après, dans le retour, on a, à mon sens, moi, j'ai pas eu de retour de gens qui étaient perturbés, traumatisés ou avec des regrets. Voilà, le boulot était fait et ça s'arrêtait là. Et on attendait. Ouais, voilà, le dicton était simple, hein. On partait en mission, on était content de partir, on était content de rentrer, mais c'était toujours bon, quand c'est qu'on repart. Voilà, ça, c'était vraiment la doctrine à tous les niveaux. Mhm. Ok. L'impression que j'ai, c'est que vous étiez vraiment beaucoup plus soudés. J'ai demandé quel était votre dialogue interne et tout de suite, vous m'avez parlé de votre dialogue avec, du coup, vos camarades. Là où aujourd'hui, on est beaucoup plus recentré un peu sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y a encore cette cohésion, du coup, dans les rangs que vous observez chez les jeunes, ou est-ce que vous sentez qu'ils sont un peu plus individualistes à l'image de la société? Non, en unité de combat, de toute façon, il doit toujours y avoir une motivation qui unit les gars parce que l'entraînement est tellement difficile, la mission va être compliquée, donc il faut qu'il y ait une cohésion au sein de la section, du groupe. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple des exercices psychotechniques auxquels on vous a soumis? Ah, psychotechnique, c'est des tests psychotechniques. Après, c'est plutôt une formation, le poussé psychologique de l'individu. Voilà, le plus difficile que l'on va faire, c'est tout ce qui est synthèse commando, un peu comme a pu vivre Greg, voilà, dans ces sens-là, mais dans la vidéo qu'on a faite pour lui. Mais voilà, mais ça va être sur plusieurs semaines. C'est-à-dire, ça devient un entraînement qui est centré sur l'aspect physique, psychologique, physiologique, parce qu'il va y avoir du choc physiologique. Et on va voir comment l'individu, il réagit à toutes ces situations-là. Notamment avec le sommeil où là, c'est clairement physiologique. Voilà, là, voilà, dès qu'on attaque le sommeil,
la nutrition, la suractivité. Voilà, là, c'est le trio gagnant pour défoncer quelqu'un. Vous avez eu des hallucinations? Parce on parle souvent d'hallucinations avec, les problèmes de sommeil et est-ce que ça allait jusque-là? Non, mais je me suis endormi partout comme un OK, rat, ouais. Ça m'est arrivé de coucher n'importe où, de somnoler, se réveiller, on était entre nous, ouais, à mais déphasé complet, hein. d'accord et donc il y a pas d'exercice spécifiquement psychologique, c'est toujours un lien avec le physique et la capacité Pour nous, à c'était tenir. comme ça. Après maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, dans les, services spéciaux, services secrets, ils ont un peu plus de cet ordre-là? Mais ça, c'est pas de notre niveau à nous, c'est pas nos missions à nous. OK. Pour revenir du coup dans le domaine martial, dans tous les arts martiaux que vous avez pratiqués, lequel était celui, selon vous, qui était le plus pratique, heu, sur le au combat? Maintenant évidemment, vous les utilisez pas au combat, mais si vous deviez en choisir un pour le combat, lequel vous choisiriez? La très, très grande base, moi, je dirais que c'est la boxe. OK. Voilà, parce que, la boxe, déjà, on apprend à se positionner, à être en garde, à se déplacer, voilà et sans cette base-là, c'est, moi je dis toujours en doctrine, c'est, bonne garde, bon déplacement égale bon combattant. Mauvaise garde, mauvais déplacement égale combattant en difficulté. Parce que d'une mauvaise garde, on ne pourra pas délivrer des coups corrects. D'un mauvais déplacement, on ne pourra pas esquiver des coups correctement ou en bloquer correctement. Donc ça, c'est vraiment la très, très grande base. Voilà, savoir se déplacer et ensuite délivrer des coups. Parce que pour savoir mettre un coup efficace, il faut savoir engager que le coup au départ des appuis du sol, engager la hanche, engager le reste du corps. Tout ce schéma corporel qui permet d'avoir des coups efficaces. Voilà, et ça, c'est l'école de la boxe. Dans vos manuels, vous parlez de self-défense. On sait que le self-défense, c'est quelque chose qui est pas mal critiqué par les pratiquants d'arts martiaux. Ouais. Pour vous, le self-défense marche parce que vous êtes aussi un pratiquant d'arts martiaux. Mais qu'est-ce que vous pensez du coup de cette opposition entre les arts martiaux et le self-défense? Est-ce que le self-défense marche vraiment dans les situations réelles? Alors, nous, les militaires, on a, on n'a aucun intérêt à aller à l'encontre d'une technique ou d'une autre, ou d'un sport de combat. En fait, nous, on va utiliser ce qui est le plus efficace pour nos combattants. Voilà, si une technique, elle vient, d'Indonésie, de Chine, des États-Unis, du Bangladesh, si elle est efficace et qu'elle est pratique, c'est-à-dire qu'elle est simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'un gars qui est fatigué, ce qu'on vient de citer tout à l'heure, Mmh. voilà, le gars qui est dans un état d'épuisement, plus le stress, parce que le gars, il est au carton, il sait qu'il est là pour mourir, en fait. Il sait qu'il est pas là pour, il va peut-être prendre un KO, un nez cassé, non, là, il est là pour canner. Donc le mec dans ces conditions-là, ça va être très difficile de ressortir quelque chose et donc il faut que les techniques qu'on lui apprenne soient simples, efficaces. Voilà et qu'elles viennent de n'importe où, si elles sont bonnes ces techniques-là, on va les récupérer, on va lui enseigner. Voilà, l'ancien corps à corps et l'ancien close combat qui est enseigné dans les armées étaient issus donc c'était des les instructeurs de l'époque, hein, c'était tous des pratiquants chevronnés de leur sport de combat, hein. Quand on allait en formation à l'école interarmée des sports à Fontainebleau, le pool sport de combat, il y avait un spécialiste karaté, un judoka, un boxeur, un taijutsu, et de tout. Chacun apprenait sa discipline et tout était regroupé pour faire ensuite le corps à corps. C'est-à-dire qu'on resynthétisait tout ça pour faire des techniques simples. Donc nous, les militaires, on cherche l'efficacité, la simplicité. OK. Je m'attendais à ce que vous me parliez du sambo, vu que c'est quand même, le sport qui est, on peut dire, avant le MMA, un des plus J'en complets. ai fait, OK. Oui, ça justement, je m'attendais à ce que vous le citiez en des sports les plus efficaces. bah, parce que, à Fontainebleau, on l'enseignait pas. Voilà, je vous ai cité ce qu'on enseignait à Fontainebleau parce que c'est l'école interarmée des sports. Après, nous les instructeurs, une fois qu'on était diplômés, dans nos formations, dans nos régiments, on pouvait dire aux gens: «Voilà, cette technique-là vient du sambo, cette technique-là vient du krav maga, cette technique-là vient de tel ou tel art» et on faisait répéter les gens. Et ils venaient d'où ces arts, du coup, à cette époque-là? Est-ce que vous receviez des, enfin, qui est-ce qui vous donnait ces cours-là, en fait, à l'armée? C'est des instructeurs militaires qui avaient été formés, avant nous, Oui. comme nous sur ces ils étaient instructeurs corps à corps, ensuite c'est devenu le TIOR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée et c'était des instructeurs qui étaient qualifiés instructeurs sport de combat. Donc c'était la qualification supérieure de l'armée française au niveau sport de combat et ils dispensaient l'instruction, chacun dans leur discipline et plus l'instruction combat corps à corps militaire. OK. Donc on ne prenait pas des sensei, de l'extérieur pour, le corps militaire ou bien on vous envoyait pas, avoir des cours à l'extérieur. C'était vraiment des instructeurs militaires Oui, qui alors apprenaient les arts martiaux. alors bien sûr, bien évidemment, la plupart du temps, c'était des anciens pratiquants. C'est des anciens champions. Par exemple, là, si je vous cite des noms, il y avait, un gendarme, c'était le major Carrez, champion de France, de boxe anglaise, voilà, sélectionné pour les jeux olympiques. Lui, quand il donnait le cours de boxe anglaise, on savait qu'on était chez le maestro de la boxe anglaise. Voilà. Il y avait aussi un autre,
major, état-adjoint-chef à l'époque, Siomeo, qui était un ancien boxeur professionnel aussi, qui était voilà, un maître d'œuvre de la boxe et qui était surtout un puriste du corps à corps militaire. Les techniques enseignées, c'était vraiment bétonné, c'était répété. Et après, la, la plupart des gens qui viennent à l'armée, ils ont bien souvent pratiqué un sport avant. Et le fait d'avoir été spécialiste quelque part les oriente plus ou moins vers la spécialité sport. Et ensuite, ils vont encore se perfectionner et développer dans cette spécialité-là. Les livres que vous avez publiés jusque maintenant sont très axés manuels, comme je l'ai dit. Est-ce que vous songez à un jour sortir des livres qui seraient plus des récits de ce que vous avez vécu à l'international? Ben, peut-être un jour, ouais, pourquoi pas. Il y aurait des anecdotes qui mériteraient d'être citées. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête pour Karaté Bushido? Elle est grossière un peu. Oh ouais. Ça, c'est dans l'esprit de la chaîne. Ben, on l'a demandé l'autre fois, là, j'ai sorti. Et en fait, t'es au stage. Les stages durs comme ça. On s'est dit, on ne mange pas, etc. On était au stage de moniteur commando à Montlouis. Montlouis, c'est le Centre national d'entraînement commando. C'est tous les gens de l'armée française, sauf la marine qui font leur formation à part. Mais gendarmerie, terre et air font les formations de moniteurs et d'instructeurs commando là-bas. Et le stage moniteur commando est très très difficile. Il est connu pour être très dur, pour pousser les gens à bout. Et donc nous, on arrive en dernière semaine, on était une brigade que de légionnaires. Et quand c'est que des légionnaires, les instructeurs là-bas ont profité pour justement intensifier parce qu'ils rendaient plus dur la formation. Ils savaient qu'ils pouvaient tirer sur la ficelle beaucoup plus, parce que tout le monde fermait sa gueule à la Légion, c'était facile. Et là, on arrive donc à la fameuse synthèse, donc on marche toute la nuit, on finit avec un 8000 commando. Alors, le 8000 commando, c'est en cours 8 km, équipé complet à l'issue de la marche de nuit. Au préalable, on n'a pas mangé, il y a eu plusieurs jours suractivité. Et là, on arrive, donc, et c'est le coxage. Donc, les cagoules sur la tête, au préalable, ils nous épuisent, en garde, plaquage au sol, comme on peut voir. Voilà, ils nous mettent dans une cave, c'était au mois de mars, c'était frigorifié, ils nous arrosent avec les seaux d'eau et tout, on est attachés, et on est au bord de la mort, on entend les dents qui claquent et tout, on est là, en train de grogner. Et en fait, ils laissent le temps passer pour après venir et nous passer en synthèse. Et là, on ne sait pas comment ni pourquoi, il y en a un qui dit comme ça, il dit, ouais, putain, ils auraient pu nous amener un café quand même. Hein. On commence à rigoler. Et il y en a un, il dit, hé les gars, on boit un café ou on s'encule? Et là, tu dis, ah, la caféine, c'est pas trop bon. Et là, ça part en fou rire. Et là, tout y passe, quoi. Et les gars, on mange ou on s'encule? Ah, moi, j'ai pas faim. Hein. On fait la sieste, on s'encule. Ah non, mais moi, j'ai déjà bien dormi, ça va et tout. Et là, on rigole, mais comme des vidéos. Et là, les instructeurs arrivent et ils pètent un plomb. En fait, on devait être. En fait, on était 20 ou 24, je sais plus. 24 Mongols en train de rigoler comme ça, glacés, gelés et tout. Et là, les mecs, ils nous font sortir, ils enlèvent tout. Là, ils nous mettent à mal, plaquage au sol, on garde machin, quoi, ça vous fait rire, merde. Et là, on passe après à la synthèse. Mais voilà, c'était l'anecdote. On était épuisés, c'était éclaté. Et pour un petit truc qui est sorti comme ça, c'est parti en scène de fou rire. Et l'autre fois, alors ça, c'était en 1997, donc ça fait quelques années. Mais même après, quand on se croisait avec certains gars qu'on était du même régiment, on se dit « Hé, on boit un café ou on s'encule ?» Ok. Bon, c'est un peu grossier, mais c'était l'anecdote rigolote, quoi. Ça fait plaisir pour la chaîne. Mais du coup, c'est marrant, ça nous donne un peu une indication sur l'état psychologique justement que vous aviez à ce moment-là et qui est nécessaire presque à ce moment-là, où tout est bon pour détendre l'atmosphère un peu. Est-ce que là, quand vous retournez du coup dans le monde réel, entre guillemets, ces niveaux un peu de libération de dopamine, etc., c'est quelque chose qui vous manque finalement? Genre, vous sentez que vous ne faites pas autant les montagnes russes qu'à cette époque-là? Je pense qu'avec l'âge, après, ça se tasse automatiquement. Ok. Voilà, parce que, voilà, comme je dis, il y a quand même pas mal d'années. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai quitté les unités opérationnelles, j'étais affecté en régiment socle, non pas ma demande, mais une décision du commandement. Les premiers mois ont été compliqués. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont les combattants parlent souvent, justement. Il y a ces hauts et ces bas physiologiques énormes où une défaite les détruit et une Ah oui. victoire est incroyable. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est vraiment comparable? Est-ce que vous confirmez que c'est comparable? Parce que vous avez combattu à haut niveau également. Est-ce que les sensations sont comparables entre le combat guerrier et le combat martial?
Il y a de toute façon des éléments qui coïncident, bien évidemment, puisque moi je disais souvent, et on l'a mis dans un bouquin, la préparation au sport de combat et l'entraînement militaire restent étroitement liés. Parce qu'il y a toujours cette valeur de dépassement, de volonté, de souffrir à l'entraînement. Donc on retrouve un peu ces mêmes paramètres. Donc effectivement, il y a des choses qui sont liées, effectivement. Ok. Et est-ce que en France, il y a ce fléau un peu des ex-militaires qui mentalement sont dans des états, leur santé mentale n'est pas au top après leur carrière? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a. Il y en a. Après, bon là, ça concerne le côté médical, le secret médical. Donc c'est pas quelque chose que je développerai. Mais il y a toujours, comme des combattants sportifs, Mhm. il y en a qui l'ont mal vécu, il y en a qui ont pris des mauvais coups et c'est mal terminé. Mais il y a des militaires, oui, qui ont mal vécu certaines situations opérationnelles qui ont été très difficiles, bien évidemment. Et qui jusqu'à aujourd'hui ont des séquelles entre guillemets de ça, même si. Alors, moi, je pourrais pas en parler, je ne les connais pas forcément, parce qu'après, certains après, quand ils quittent le circuit traditionnel, qui rentrent dans le circuit médical, après, on n'a plus vraiment de contact. Mm. Parce que c'est vrai que sans forcément approfondir le sujet, mais ça reste quelque chose où, encore une fois aux États-Unis, on parle souvent de comment culturellement ils sont élevés, les soldats, mais que finalement, si on regarde la société, si on regarde l'État et comment sont traités les vétérans, finalement, ça ne coïncide pas avec l'honneur qu'on leur donne pour les services qu'ils ont fait. Est-ce que vous observez ce même phénomène en France? Alors ça, c'est du domaine politique un peu. C'est ça. Si tu attaques un sujet où Si vous êtes je ne à pourrais l'aise pas avec, répondre, puisque, pas de problème. puisque moi, je suis toujours militaire en active, donc je suis tenu au devoir de réserve. Et Ok. tout ce qui est sujet un peu d'ordre sociopolitique, je suis obligé d'être en retrait de ça. Aucun problème. On va revenir du coup aux arts martiaux. Aujourd'hui, il y a la culture des sparring très légers. Je pense que vous, c'était pas du tout votre culture chez les militaires. Qu'est-ce que vous pensez du coup? Est-ce que vous pensez que c'est un reflet de la société qui s'adoucit, entre guillemets? Ou est-ce que vous pensez que c'est une élévation intellectuelle justement des combattants qui font plus des pattes d'ours que des sparring? Bah, je pense qu'ils sont arrivés à ça parce qu'il y avait énormément de blessures. Il y a énormément de blessures avant les combats. Et par exemple, ils ont pris l'expérience des boxeurs thaïlandais qui, eux, ne faisaient très, très peu de sparring. Qui jouent? Ils faisaient beaucoup de PAO, là, de pattes d'ours, ils faisaient du sac et très peu de sparring justement pour éviter les blessures. Après, donc ça, voilà, ça a été d'un ordre de préservation de l'athlète en vue d'éviter les blessures. Voilà. Moi, dans mon cas, par exemple, quand je préparais le championnat d'Europe en full contact, j'ai arrêté les sparring. Ok. J'ai arrêté d'aller en club faire des sparring parce que chaque fois que j'allais, ils voulaient ma tête. Et ça finissait en fait, on ne travaillait pas, c'était de la bagarre. Et comme moi, je me prenais au jeu, je voulais montrer aussi qu'eux, donc ça finissait vraiment limite en pugilat d'entraînement. Je ressortais avec plus d'hématomes, de contusions, de tête qui tournait et j'avais pas vraiment travaillé ce qu'il fallait. Donc j'ai stoppé et j'ai fait des sparring à thème. C'est-à-dire que j'allais au régiment, j'ai des copains boxeurs. Ils venaient le soir avec moi à la salle, ils me rendaient service. Et alors, ils venaient à 3 ou 4. Donc, moi, je restais au centre du ring et eux, ils tournaient. Alors, quand ils ne tournaient pas, ils faisaient du sac ou de la corde et ils se tiraient. Mais ça fait qu'ils arrivaient, ils étaient frais en permanence. Et moi, je surfatiguais. Et quand on faisait entre 10 et 15 rounds, moi, bien sûr, à la fin, ben, j'étais bien entamé et eux restaient frais. Donc, ça me faisait un travail de qualité. Et comme chacun avait son enchaînement à faire sur les thèmes au final, eh ben, il y avait beaucoup moins de risques de blessure parce que chacun savait ce qu'il avait à faire. Par contre, au niveau cardio, ça débitait plein pot. Parce qu'il y a en plus pas ces phases d'attente où on attend, on cherche le coup dur, etc. Donc ça débitait complètement en permanence. Ok. Vous avez passé pas mal de grades dans plusieurs domaines différents, que ce soit au judo, que ce soit en lutte, en boxe, etc. Euh, Est-ce que le passage de grade en tant que militaire, sachant que vous avez atteint le grade le plus haut en tant que sous-officier, Ouais, c'est ça. c'est ça, est-ce que ça s'apparente au passage de grade en arts martiaux? Parce qu'en arts martiaux, c'est très encadré, on sait, il y a les katas, voilà. Est-ce qu'au niveau des militaires, ça se passe un peu comme ça? Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre Bah, les élévation? passages de grade à l'armée, c'est l'armée, c'est très hiérarchisé. Voilà, chaque grade a son examen ou son concours. En fait, dans l'armée de terre, ça se passe comme ça. Quelqu'un qui s'engage à l'armée, il va être deuxième classe. Voilà, c'est pas de galon. Et de manière automatique, il va pouvoir avoir la distinction de première classe. Alors aujourd'hui, c'est 10 mois, au bout de 10 mois. À mon époque, c'était 12 mois.
et à Calvi donné au bout du 13e mois, comme ça pour bien confirmer. Donc, voilà. Donc la distinction, c'est première classe. Et ensuite, on va passer un peloton, qui est un examen, qui à l'époque s'appelait le CME, aujourd'hui s'appelle l'FGE, donc c'était certificat militaire élémentaire, aujourd'hui c'est formation générale élémentaire, qui donne le grade de caporal. Et là, vous accédez aux premières fonctions de commandement. Voilà, où là, vous aurez sous vos ordres 5 à 6 bonhommes, voilà, et vous commandez une équipe. Alors que ce soit dans le cadre d'une section de combat ou dans un atelier, ça peut être chez les mécanos, le gars il va commander 5 mécaniciens sous ses ordres. Ensuite, on va accéder au grade de caporal-chef, qui lui peut se faire soit de manière automatique, soit avec un examen. Ça dépend pour la suite après. Et là, donc de deuxième classe à caporal-chef, on est chez les militaires du rang. Et le caporal-chef, c'est un militaire du rang supérieur, un homme du rang supérieur. Et ensuite, on accède au corps des sous-officiers. Le corps des sous-officiers, qui là, ça va être un peloton. À l'époque, c'était certificat militaire premier degré, qui nous durait 4 mois à l'époque, donc c'était assez long. Et là, en fait, pour accéder justement à cet examen-là, pour aller devenir sous-officier, il y a tout un processus qui se fait dans le travail. C'est-à-dire que vous êtes jugé en permanence par le commandement, comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, comment vous commandez, pour savoir si l'individu aura les capacités à devenir sous-officier et commander plus tard un groupe, qui là va de 10 à 12 bonhommes. Donc c'est pas toujours un examen ponctuel, c'est beaucoup Non, plus non, non. l'observation. On va juger s'il est capable d'aller pour faire. Ok. Voilà. Et pour le dernier grade, en tout cas chez les sous-officiers, Bon, alors il y a Ok. sergent, après il y a, pour finir la suite, Ouais. donc il y a sergent-chef, donc il y a encore des examens, adjudant. Et là, il faut être titulaire du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, qui aujourd'hui vient de changer de nom, qui s'appelle brevet militaire numéro 3. Ah, ça change. Avant c'était BMP2, brevet militaire professionnel numéro 2. Et une fois que l'individu est titulaire de ça, il peut devenir adjudant. Et donc là, il pourra commander une section. Il y a au moins 30 bonhommes sous ses ordres, ou un atelier, ou un service, etc. Ensuite, il y a le grade d'adjudant-chef, qui d'adjudant à adjudant-chef, en fait, se fait à l'ancienneté et à la notation. Voilà. Et quand l'individu est adjudant-chef, il peut prétendre à postuler pour le concours des majors. Alors, on appelle toujours ça concours major, c'était l'appellation jusqu'à 2009. Et ensuite, de 2009 jusqu'à il y a 2 ans, je crois, ça s'appelait ESP, épreuve de sélection professionnelle. Voilà, là, qui était un concours également. Et là, on démarrait. Quoi à peu près Le c'est quoi les concours. épreuves à peu près? Alors, le concours, il y a un problème d'un concours. On démarre nous, on avait démarré à ma session 2014. Au niveau Légion, je crois qu'on était 56. Et à la fin, il y avait 7 places. Ok. Voilà, donc il y a un élagage qui se fait déjà à l'écrit. À l'écrit, c'était une dissertation, mais une forme de raisonnement comme le veut l'armée, avec voilà, les idées directrices, les idées maîtresses, les idées directrices, pardon, les exemples, les transitions, les conclusions. Donc voilà, il y a un mode de raisonnement. Ensuite, il y avait une épreuve d'anglais qui était sous forme de QCM, et il y avait un questionnaire choix multiple aussi, qui était un QCM sur tout est varié. Il y avait 10 secteurs, que ce soit de la politique, de la religion. Voilà. Là-dessus, donc, il y avait un classement. Et si on était admissible, on basculait à l'oral. Et à l'oral, là, ça vient de changer. Donc, moi, je m'occupe des épreuves de sport actuellement pour ceux qui viennent à la Légion étrangère, parce qu'ils font tout le monde passe au bagne. En épreuve orale, il y en avait 2 à l'époque. Il y avait une sur la Légion étrangère, fonctionnement de la Légion, les connaissances de la Légion, pour que l'individu sache parler de son institution. Et le deuxième, c'était même chose que la composition écrite, mais à l'oral. Et ensuite, une fois que ça c'était terminé, il y avait un entretien avec le jury sur les questions générales. Et les épreuves de sport. Voilà. Donc les épreuves de sport qui étaient les épreuves militaires, donc il y avait le test Cooper, les 12 minutes, la natation, le grimpé de corde, les abdominaux, et le test du curriculum vitae avec une lettre de motivation. Donc là, on devait le faire et c'était noté par le jury. Ok. Dans les tests sportifs, il y avait beaucoup d'athlétisme? C'était les sports, les tests classiques, c'est-à-dire il y a le Cooper. Alors maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était le Cooper, le test de 12 minutes en course à pied, Ok. faire la plus grande distance possible. Un test natation, à l'époque, c'était 100 mètres plus 10 mètres d'apnée, chronométré. Un grimpé de corde, 2 grimpés de corde, chronométrés, et un test abdominaux, avec un barème au nombre de répétitions. Ok. Voilà. Mais c'était test armée française. D'accord. Et vous avez réussi dès votre première tentative? On peut faire plusieurs tentatives ce concours? Vous avez Ah fait ouais. partie des 7? Oui. Ok. Et ils ont réussi à récupérer une 8e place. Ok. Voilà, donc il y a eu 8 de réussis. Et moi, j'étais 4e du concours. Ok. Ok. Vous avez parlé du comment ça s'appelle pour les cordes? Grimper de Grimper corde. C'était justement ce qu'on avait vu Romain et Mathieu galérer de faire quand vous leur avez ordonné de le faire. Je sais pas Oui, si tu c'était te sur le rappelles. parcours, ouais. C'est ça. Qui vous a le plus impressionné? Vous avez reçu Teddy Riner, vous avez reçu beaucoup de monde. Qui vous a le plus impressionné? Peut-être Greg.
dans l'exécution des exercices militaires? Ah, ils ont tous eu un côté fort, ils ont tous eu un côté faible. Voilà. Après, Teddy Riner a été impressionnant de par son gabarit. Voilà. Après, bon, sur le parcours, c'est pas un parcours fait pour lui. Mmh. Donc effectivement, il a subi. Mais vraiment, le gabarit, quand il a débarqué, il est arrivé dans une Smart au régiment. Il est sorti de la Smart. Voilà. Et, Contraste. immense, immense, immense. Ouais, vraiment colossal. Greg a été impressionnant parce qu'il est passé partout. Il était très bien et vraiment. Pour moi, j'ai pas fait de cadeau à Greg, hein. À un moment donné, j'ai même diminué un peu parce que c'était dur pour lui. Mais il a vraiment été impressionnant. Il était jusqu'au bout. Il a vraiment été très fort. En plus, il y avait le caméraman, Johan Barrio, qui lui était sans pitié. Il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Je fais, non, là, on va calmer un peu. Là, on va calmer un peu. Je vais le laisser souffler. Mais Greg, non, a été jusqu'au bout très, très bien. Et en plus, il avait bien réussi aussi le parcours instructeur Tior avant, au préalable, le petit parcours sportif, là. Il s'était pas mal débrouillé aussi. Et après, quand ils sont passés, c'était Mathieu et Romain. Et là, sur le parcours sportif, effectivement, je pourrais leur apporter des éléments de progression pour cette préparation-là. Est-ce que vous vous soumettez encore à ce genre d'exercice pour garder la forme ou même pour l'honneur, la fierté de pouvoir toujours. Alors, le parcours Tior a changé, c'est plus le même. Moi, à mon époque, c'était des autres tests. Donc, les tests évoluent un peu à chaque fois. Moi, aujourd'hui, je m'entraîne, j'essaye de m'entraîner sérieusement et faire des bonnes séances. Mais faire le parcours en lui-même comme ça, non. C'est trop intensif. Ok. Ah non, non, c'est pas intensif. C'est une fois que vous êtes. C'est que j'ai pas d'intérêt à le faire, ne m'apportera rien. Je vais me faire une séance d'entraînement qui est concrète, qui est correcte. Mais le parcours en lui-même, en fait, s'il n'y a pas l'intérêt de faire le parcours, dans le cadre de l'entraînement, il ne me sert pas personnellement. Mais c'est des bonnes séances d'entraînement. Si quelqu'un veut faire ça voilà, pour se préparer physiquement, c'est très très bien. Mais voilà, mais dans mon cas, moi, faire ce test-là dans mes entraînements, je n'ai pas d'intérêt. Ok. Vous aviez le record sur un des parcours du combattant. Est-ce que le record tient toujours jusqu'aujourd'hui? Oui, à la Légion, il tient toujours. Ok. C'est sur le même parcours, il n'a pas changé, personne n'arrive à le battre jusqu'aujourd'hui. En fait, ouais, c'est le parcours du combattant réglementaire français sur toute l'armée française là. Voilà, il fait 500 mètres de distance, il y a 20 obstacles. Voilà, et j'ai le record de la Légion étrangère. Ok. Et quel sport vous pratiquez du coup à l'extérieur enfin, depuis que vous avez fini votre service en fait? Là, actuellement, là, Actuellement, oui. Actuellement, je ne fais pas de sport en club. Voilà, j'étais opéré les cervicales il y a 1 an et demi suite à une névralgie importante. J'ai perdu beaucoup de force et de volume dans l'épaule, dans le bras. Donc, il a fallu opérer parce que les nerfs étaient coincés par l'arthrose. Là, je reviens, j'ai repris de la force et du volume, mais je ne suis pas au même niveau qu'avant. Donc, j'aimerais bien, si je reprends le même niveau, refaire du grappling. J'aimerais bien aller retourner dans un club de grappling. Souvent, les grandes personnalités des arts martiaux se tournent vers le grappling en avançant dans l'âge. Bah, de toute façon, comme j'étais opéré des yeux, je suis plus apte au sport de percussion. Bon, et puis j'ai l'âge Vaut aussi. mieux arrêter de prendre. Je peux plus jouer non plus. Quand je passe chez le médecin, à chaque fois, il prend mon dossier, il me dit bon, faut calmer le jeu. Mais c'est-à-dire que j'aimerais bien, à titre personnel, refaire du grappling. Voilà. Mais là, sincèrement, entre le boulot, la vie de famille et tout, je me manque un peu de temps. J'ai vu justement, vous parler de la vie de famille, une vidéo où vous courez avec votre père et votre fils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous avez encore cette flamme que vous aviez très tôt? Parce que du coup, quand on voit votre père qui évidemment l'avait, on n'a pas parlé des exploits, je pense qu'on en a assez parlé de toute manière sur internet, des exploits de votre père. Mais est-ce que vous sentez que encore aujourd'hui, vous avez cette flamme, cette ambition de vous dépasser, d'accomplir des choses? Un peu, je pense, ouais, ouais, j'ai toujours, bon, je suis un peu poursuivi par les blessures ou les douleurs qui, des fois, me limitent l'entraînement ou la performance. Mais ouais, effectivement, j'aimerais bien, si demain il y a un chrono parcours du combattant, je dirais pas non. Si j'ai pas un truc qui coince, je dirais pas non à dérouler, hein. OK. Et à quel point est-ce que du coup, votre père influence jusqu'aujourd'hui votre vie? Ça a été un modèle. Ouais, ça a été un modèle, il a toujours été très droit, il a toujours été, très, très strict, donc c'est le chemin que j'ai suivi, voilà. Justement, physiquement, c'est pas juste les prouesses sportives qui vous permettent de garder, la forme que vous avez aujourd'hui, c'est aussi l'alimentation. Quels conseils vous auriez à donner, sachant que, à l'armée, ce sont les rations que vous mangez, c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus diététique.
Vous, aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner au niveau de l'alimentation? Bon, déjà, à l'armée, quand même, on mange pas trop mal. Ok. Voilà, l'armée, on mange bien. Quand c'est l'ordinaire ou même le mess, nous, chez nous, le mess, on mange vraiment très correctement. Les ordinaires, il y a des ordinaires dans des régiments qui mangent très, très bien aussi. Après, les rations, c'est sur le terrain. Voilà, quand on est en vie de quartier, on mange normalement au régiment et la nourriture est correcte. L'alimentation, en fait, au même titre que l'entraînement, il faut être continu et régulier. Et l'alimentation, il faut faire attention à avoir une quantité suffisante de protéines par rapport à son activité physique. Limiter bien sûr les lipides et les glucides. L'alcool, l'alcool à mettre de côté parce que c'est vraiment la mauvaise addition. Euh, et d'avoir une alimentation régulière. Après, quand on a le canevas régulier de l'alimentation, on peut se permettre des excès, c'est-à-dire notamment aux occasions des fêtes ou des week-ends en famille, entre amis, etc. Mais on peut avoir ce canevas-là et le maintenir, et ça permet d'être performant et entretenu. Justement, un de vos ouvrages se nomme Comment se remettre après 40 ans, se remettre en forme après 40 ans. Quel autre conseil vous pouvez donner justement dans cet élan-là? Pour se remettre en forme après 40 ans? Ouais. Alors là, on est parti sur 2 axes, en fait, parce que, moi maintenant, en voyant, beaucoup de monde dans le secteur militaire, 40 ans, c'est quand même un cap, et il y a 2 catégories. C'est-à-dire qu'il y a alors pas vraiment chez les militaires, mais des gens qui n'ont jamais fait de sport. Donc chez les militaires, ça n'existe pas, ils l'ont toujours fait avant. Mais dans les plus de 40 ans, on voit aujourd'hui des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, et des gens qui, notamment à l'armée, ou des athlètes qui ont été blessés ou qui ont des accidents de vie et qui n'ont pas pu faire de sport. Et le cap de 40 ans, il y a les maladies qui se déclenchent, l'obésité, les problèmes cardiaques, les problèmes cardiovasculaires, diabète, tout se greffe dessus. Et en fait, ces 2 catégories-là se retrouvent dans le même bateau parce qu'elles vont, pour leur santé, être obligées de reprendre une activité sportive. Elles n'ont pas le choix parce que sinon leur santé va décliner. Et le médecin leur dit, voilà, là, il y a danger, il y a zone rouge. Donc à partir de là, il va falloir reprendre progressivement les activités. Du coup, j'ai des questions un peu plus légères auxquelles vous pouvez répondre plus rapidement. Déjà, je trouve que vous avez un peu remis au goût du jour la Légion étrangère. Est-ce que c'est une mission que vous étiez donnée, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a un peu tombé dessus, le fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent vous voir comme un peu un modèle, des Français vont se dire, ok, j'ai envie de faire exactement le parcours qu'il a et passer par la Légion? Sympa comme merci. Mais en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, le gars qui a eu l'idée de ces vidéos a été assez visionnaire, puisqu'il voulait justement booster la Légion sur les réseaux sociaux et générer du recrutement. En fait, il a matché dans les 2 secteurs. Oui, c'est un privilège aujourd'hui d'avoir pu, parce que nous on est attachés, les anciens, maintenant on est attachés à notre institution. Parce que moi, quelque part dans ma vie, j'ai connu que la Légion étrangère. Donc c'est un privilège d'avoir pu représenter mon institution comme ça sur les réseaux sociaux. Ok. C'est quoi la vertu suprême pour un guerrier selon vous? La discipline. Discipline. Ok. Léonidas avait dit le mépris de la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Léonidas, on peut lui donner tort. Mais effectivement, parce que de base, les Spartiates étaient vraiment confrontés à la mort de manière journalière. C'était vraiment le combat extrême et régulier. Donc effectivement, ce proverbe-là s'approprie parfaitement à la situation. Dans la formation aujourd'hui, la préparation d'un militaire, ça c'est le sacrifice ultime, la mission ultime d'aller jusqu'à la perte de sa vie. Mais pour entraîner quelqu'un, pour le motiver, pour l'emmener au-delà des limites, il faut de la discipline. Il faut que lui soit intrinsèquement, profondément discipliné pour accepter cette formation. Mhm. Beaucoup des auteurs justement qui ont commenté les affaires de Sparte parlent du fait que les valeurs des guerriers ne peuvent pas être les mêmes valeurs que la société. Dans vos vidéos, on a souvent vu que vous parlez du fait que la société manque justement de discipline, de valeurs, d'honneur, etc. Est-ce que vous pensez qu'un équilibre est à trouver justement dans la société? Est-ce que vous pensez qu'on l'a atteint aujourd'hui entre le laisser-aller, on va dire, de la société et la rigueur de l'armée? T'es encore un peu sur un sujet sociopolitique que je ne peux pas trop aborder. Mais ce que je peux dire, c'est que les bienfaits de la discipline ne sont plus à prouver. Là où elle est, il n'y a pas de problème. Ok. Quelle est la figure française que peut-être les gens ne connaissent pas, qui n'est pas forcément très connue, que vous admirez le plus?
Napoléon. Est-ce que vous avez ressenti la plus grande peur avant un combat ou avant un combat sur le terrain militaire? C'est pas la même peur. C'est pas pareil du tout. C'est totalement différent. Mais ce que je peux dire du combat sportif, notamment. J'ai pratiqué plusieurs sports. J'ai fait des compétitions en étant gosse, hein, bien sûr, dans plusieurs sports. Mais celle qui a généré le plus de stress, qui nous met le plus mal, c'est la compétition de sport de combat. Et notamment, j'ai fait plusieurs sports de combat. Et en compétition où j'étais le plus mal, c'était la boxe. Voilà, quand il y a un combat, 3-4 semaines avant le combat, déjà, on n'est plus dans le même état psychologique. Est-ce que c'est parce que du coup vous êtes seul et que tout le poids de l'honneur et de la potentielle honte en cas de défaite repose sur vous? Voilà, c'est ça. Dans la question, il y a la réponse. Il y a tout ça. Okay. Il y a tout ça, c'est vraiment un ensemble. On a peur de décevoir son entraîneur, ses camarades, sa famille, le public, ceux qui viennent nous supporter. Moi, j'avais le poids de la Légion étrangère derrière. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est terrible. Et en plus, c'est un sport où... en fait, le sport de combat, ce qui est compliqué, c'est que c'est une défaite. Point final. Si on a perdu, c'est une défaite. Alors que quand on fait un cross, une course... 8e, 6e, bon, c'est bien, 10e. C'est même une performance. C'est bien classé, etc. Mais le sport de combat, malheureusement, c'est une défaite. Et on a du mal à s'en remettre. Vous avez parlé de décevoir votre entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la connexion avec Jean Molina? Monsieur Molina, c'était... Alors lui, c'était le manager, en fait. Okay. L'entraîneur que j'avais, c'était Laurent Carcio. C'était un légionnaire, comme moi, là, on avait presque fait l'instruction ensemble, et qui, lui, a créé le club de kickboxing au régiment. Et donc, j'étais à son club. Et c'est lui qui m'a emmené chez Monsieur Moulina, après. Et donc, Monsieur Moulina, lui, n'aimait pas le pied-point, mais il m'a pris à la bonne. Et il pensait que j'avais du potentiel. Donc, il m'a suivi en pied-point. Il était manager en pied-point. Mais avec Monsieur Moulina, on s'entendait très bien parce qu'il me disait toujours pourquoi je t'ai pas connu quand tu avais 17 ans qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu n'es pas venu là avant? Il y avait vraiment un relationnel fraternel, familial. Cus D'Amato, Tyson. Est-ce que du coup vous suiviez des boxeurs américains à cette époque-là? Mike Tyson, tout le monde a suivi, je pense. Hein. Moi, j'étais gosse, on parlait que de Tyson à la télé. Pourtant, il n'y avait pas Internet à l'époque. Hein. Mais je me rappelle, je crois que j'avais 16 ans, 15 ou 16 ans, et il y avait Tyson qui allait faire un combat. Et donc, ils annonçaient à la télévision, donc son adversaire, je ne me rappelle plus malheureusement, ils annonçaient Mike Tyson, 28 combats, 28 victoires, dont 26 par KO, le tenant du titre des 3 ceintures mondiales, qui pourra le battre, le défier, donc c'était vraiment énorme. Okay. Quelle est votre fierté, tout domaine confondu, la plus grande? Et après, la deuxième question, c'est quel est votre plus gros regret, tout domaine confondu? Plus grande fierté, j'avais plusieurs, mais une grande, je pense que c'était la remise du brevet de moniteur commando au niveau militaire. Ouais. Okay. Ouais, c'était un stage tellement difficile et qu'on attendait depuis tellement longtemps. Quand on est passé là, c'était quelque chose d'assez énorme. La sensation, enfin de la satisfaction que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était quelque chose d'important. Et le plus gros regret, tout domaine confondu? Le plus gros regret, le drame de ma vie, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. Ouais, c'est quand le médecin m'a dit « Je ne vous signe pas votre aptitude médicale pour reprendre la boxe ». Là, je crois qu'il y a une partie de ma vie qui s'est effondrée. Je traversais la caserne Mac 2, la tête baissée, parce que je pleurais. Okay. Vous aviez des vraies ambitions en boxe anglaise? Non, pas en anglaise, je devais reprendre le pied-point. Le pied-point. Ouais, parce qu'en fait, voilà, j'ai dû arrêter le pied-point en 2012, puisque j'étais muté à l'étranger. 2 ans, je devais revenir au bagne, je ne suis pas revenu au bagne, j'étais muté à Castelnaudary, donc ça fait 4 ans hors du circuit, et quand je suis revenu, donc je suis allé chez Monsieur Moulina, on reprend, je rigolais pas, hein, test match sur le ring, donc là, j'étais resté entraîné, je m'étais vraiment très très bien entraîné, j'étais vraiment bon. J'étais en 2013 et 2014, quand je m'entraînais, j'étais à Abu Dhabi en séjour, j'étais plus fort que quand j'avais fait le championnat d'Europe. Okay. J'étais meilleur. Championnat d'Europe en 2011 2012. Championnat du monde 2011, okay. En Kawan. Là, je me fais péter les côtes en quart de finale, donc je sors.
Mais le championnat d'Europe en full contact, donc je gagne. Et j'étais vraiment, vraiment mieux après. Je m'étais fait des programmes d'entraînement, mais une partie ici, là, sur les bouquins. Et je m'étais fait des programmes d'entraînement, des séquences d'entraînement. J'étais vraiment très, très, très bien préparé à ce moment-là. Et quand je suis revenu donc, à Aubagne en 2016 avec l'intention de reboxer, c'est la blessure à l'œil qui a fait que je n'ai pas pu reprendre l'aptitude médicale. Et là, le médecin m'a dit non. Ok. Vous venez de mentionner du coup que c'est dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du coup de ces 3 ouvrages? Ouais, ben, j'avais été contacté par les éditions de Boeck, pour M. Fabrice Chrétien, pour justement faire un livre. Et donc le sujet a mûri, ça a mûri pas mal de temps. Et donc ensuite on était en contact avec un pigiste, Jean-Yves Catelin, qui lui en fait a eu une très bonne idée, c'est qu'au regard de tous les secteurs qu'on pouvait aborder, il a dit on ne va pas rester sur un livre, ça va faire trop chargé, et on ne va pas en laisser de côté non plus parce que c'est intéressant, on va faire trois ouvrages. Donc on est parti justement sur la performance sportive, le sport pour les gens un peu plus âgés, donc notamment la tranche des 40 ans, et la self-défense au travers du sport de combat. Et au travers de la self-défense, ça m'a permis de remettre au goût du jour les techniques de combat de l'ancien corps à corps militaire qui me tenait à cœur. Ok. Lequel vous a paru le plus plaisant à écrire? C'est quoi le processus d'écriture? Alors, le processus d'écriture, au départ, il y a un petit peu de biographie et d'anecdotes, du pourquoi, du comment, un peu d'anecdotes militaires aussi. Et ensuite, c'est vraiment le programme d'entraînement avec les semaines, les séances. Et la particularité, c'est qu'il y a un QR code et que chaque séance a une vidéo. Ok. Ou donc, en plus du bouquin, avec le QR code et la vidéo expliquant comment réaliser l'exercice. Ok. Ça fait un peu penser du coup à ce que vous faites déjà sur YouTube. C'est ça, c'est un peu ça. Et le caméraman donc, qui a filmé et qui a pris les photos, c'est Thomas Régnery, un jeune youtubeur avec qui je fais souvent des vidéos, qui est un super sportif, et voilà, qui a mis au point les vidéos et les photos. Ok. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense que les gens vont être intéressés vont s'intéresser un petit peu à ces ouvrages-là. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être à donner à la jeunesse, je dirais même, qui vous regarde avec pas mal d'admiration? Bah, merci beaucoup, je suis toujours très touché des commentaires que je vois sur les vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, pour tous les jeunes Français âgés entre 17 et 40 ans, la Légion étrangère recrute, vous êtes les bienvenus dans nos rangs. Eh ben, merci beaucoup. C'était un excellent échange, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez appris également. Je vous l'ai dit au début, ce podcast est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'interviews comme celui-là et plus d'actu sur le MMA en général. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.